Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent de nouveau. Donc le webinaire va débuter à 10 heures. Donc les microphones ont été automatiquement désactivés. N'hésitez pas à passer par le chat pour toute question. Voilà, et donc on va essayer de débuter à 10 heures. Il reste encore quelques personnes à se connecter. On s'attendra 1 ou 2 minutes et puis ensuite on démarrera. Bonjour à tous. La présentation débutera vers 10 heures et donc il est 10 heures, donc nous allons démarrer. Donc déjà bienvenue. Les microphones donc ont été automatiquement désactivés. N'hésitez pas à utiliser le chat, hein, comme j'expliquais, pour poser vos différentes questions. Le visionnage du webinaire sera disponible prochainement aussi également sur notre chaîne YouTube. Donc si vous voulez vous le repasser ou le communiquer à vos collègues qui n'auraient pas pu être présents, n'hésitez pas, c'est également la possibilité qu'on a à ce niveau-là. Donc, nous sommes le 18 novembre 2022 et Sage a sorti il y a environ un mois sa version 9 de Sage 100. Donc, je vais représenter un petit peu donc la société Extrémité rapidement. Donc, notre leitmotiv, c'est faciliter la transformation numérique. Je me présente, donc je suis Benoît Chalat, je suis consultant formateur Extrémité. Pour ceux que j'ai déjà eu le plaisir de rencontrer, donc je m'occupe de tout ce qui est Sage 100, gestion commerciale, comptabilité, Sage BI, enfin tout ce qui est autour de la gamme Sage 100 principalement. Le sommaire de ce webinaire, en route donc vers la dématérialisation des factures. Donc effectivement, c'est un premier pas qu'on va faire ensemble vers la dématérialisation des factures et vers le e-reporting et invoicing, qui sont des sujets qui vont nous occuper très très prochainement. Les nouveautés, bien sûr, l'idée c'est également de vous présenter toutes les nouveautés de la gamme, les nouveautés gestion commerciale et les nouveautés finance comptabilité. Alors je vous demande un petit instant. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Vous n'avez rien raté pour l'instant, donc il n'y a pas de souci. C'est simplement, j'étais en train de présenter le sommaire, donc je reprends juste le sommaire et je me représente. Donc moi, c'est Benoît Chalas, donc je suis consultant formateur chez Extrémité. Et donc, j'expliquais un petit peu le sommaire qui est donc en route vers la dématérialisation des factures. Nous allons ensuite présenter donc les nouveautés de la gamme, les nouveautés de la gestion commerciale et les nouveautés qu'on appelle finance. Donc, en fait, c'est comptabilité principalement et un peu tout ce qui gravite autour, les IMO, moyens de paiement, états comptables et fiscaux et Sage automatisation comptable aujourd'hui aussi qui est un des outils phares dans la partie finance. Notre présentation, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est également l'opportunité de vous rappeler un peu qui nous sommes. Donc, Extrémité, c'est une équipe d'une trentaine de passionnés qui travaillent ensemble au service d'entreprises qui leur ressemblent.
Donc, on est une PME, une ESN, hein, une entreprise de services numériques avec 22 années d'ancienneté. Et donc, nous sommes une trentaine de collaborateurs passionnés qui avons la chance de compter 650 clients. Donc, nous proposons une offre qui est transversale, globale et unique. Et également une expérience client sur mesure. Donc, Extrémité, c'est une entreprise à taille humaine, indépendante financièrement et avec un réel engagement sur le territoire régional. Effectivement, on a la chance de compter parmi nos clients des sociétés dans différents secteurs d'activité et principalement sur la région. Donc voilà, nos secteurs d'activité couvrent aussi bien des ESN comme nous, par exemple, des activités industrielles dans le secteur de l'agroalimentaire. Voilà. Donc, effectivement, on a cette chance d'avoir un panel de clients qui est varié qui compte sur nos expertises. Alors que ce soit en matière de sécurité, donc la partie sécurité chez Extrémité, donc c'est tout ce qui vous permet de protéger votre entreprise au niveau informatique notamment. Les firewalls, les authentifications, la cybersécurité, les formations bonnes pratiques. Mais c'est également donc toute la partie réseau, la partie serveur, poste informatique, les télécoms, donc avec la téléphonie IP, les solutions de téléphonie et de communication unifiée. C'est également le cloud avec l'hébergement de vos logiciels de messagerie, mais également de vos logiciels de gestion. Hein, donc c'est en ce sens qu'on a vraiment une offre qui est transverse puisque on recoupe à la fois des compétences qui se complètent les unes aux autres. Et donc au niveau de la gestion, donc le service dont je fais partie, hein, bien sûr, nous conseille, on vous forme dans l'utilisation de vos logiciels de gestion, de comptabilité, de paye également, bien sûr, et de décisionnel. On a également un pôle développement qui vous permet en fait de créer ensemble des solutions sur mesure de développement spécifiques et donc de solutions qui vous faciliteront le quotidien, et également en fait des solutions qui sont autour de vos logiciels de gestion, donc des solutions complémentaires, des solutions qui sont complémentaires. Et également donc le digital, donc les domaines autour de la création et de la refonte de sites web, le référencement, les réseaux sociaux, tout ce qui touche au web. Voilà pour la petite présentation d'Extrémité. Bien sûr, sur chacun de ces pôles d'activité, on peut vous renseigner et vous fournir des informations complémentaires si cela vous intéresse. Concernant les nouveautés de la version, comme je vous expliquais dans le sommaire, c'est en premier pas cette version vers la dématérialisation des factures. Cette dématérialisation des factures va s'accompagner en fait, s'accompagne d'une réforme fiscale qui a pour objectif principal de renforcer la prévention et la lutte contre la fraude à la TVA, bien sûr. Et ça va occasionner en fait un certain nombre de changements au niveau des entreprises, notamment les obligations en termes de changement au niveau des formats de facture, donc des nouveaux formats de facture obligatoires en format PDF qui sera toléré temporairement sur le portail public. Et donc ce format de facture va être utilisé notamment pour ce qu'on appelle le e-invoicing. Alors le invoicing, pardon, c'est quoi? C'est en fait le fait de devoir déposer maintenant, un peu comme pour ceux qui sont déjà partenaires avec Chorus. Alors je me mets un petit instant. Hop, une personne. Hop, voilà. Donc le invoicing, en fait, ça ressemble à ce qu'on utilise aujourd'hui lorsqu'on travaille avec le secteur public et qu'on doit déposer, par exemple avec des mairies, et qu'on doit leur déposer des factures sur Chorus. Et ben ce système, d'une manière un peu différente, sera généralisé sur ce qu'on appellera la PPF, la plateforme publique de facturation. Donc l'objet d'aujourd'hui, c'est pas forcément de
de vous donner toutes les informations sur la facture électronique. On vous expliquera tout à l'heure qu'on va refaire d'autres webinaires plus détaillés sur ce sujet, mais c'est quand même un point important de cette version 9 puisque notamment les nouveaux formats de facture sont déjà disponibles sur les versions 9. Maintenant, toute la partie e-invoicing, e-reporting n'est pas encore intégrée dans cette version puisqu'il y a un calendrier qui va être applicable en plusieurs étapes selon les types d'entreprises. On va également avoir de nouveaux circuits de validation obligatoires au niveau des factures. Voilà, donc ça va occasionner quand même des changements au niveau de l'organisation des entreprises sur la partie facturation, puisque vous l'aurez compris, demain, il va falloir déposer sur une plateforme toutes les factures en dématérialisation. Et donc, il y aura des normes à ce niveau-là qui seront à respecter et qui seront impactantes pour les entreprises. Donc, il est temps de commencer à s'y préparer. Voilà. Donc la dernière partie, donc c'est le e-reporting. Donc le e-reporting, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux choses. Le e-invoicing, qui est le dépôt des factures, qui va concerner en fait les factures B2B et B2G, donc vers le business to government. Donc en gros le public, ce qui existe déjà en fin de compte, le Chorus Pro. Hein. Et la partie e-reporting, qui elle ne sera que pour les transactions B2C, donc vers les clients particuliers, B2B international et pour les encaissements des prestations de services. Donc tout ça à terme, ça va être des données qui seront nécessaires à un pré-remplissage des déclarations de TVA. Hein. Voilà, donc ça va occasionner un certain nombre de changements puisqu'il y aura un certain nombre d'informations complémentaires qui seront à apporter et qui seront à fournir. Donc ça impacte bien sûr principalement les gestions commerciales, mais également les comptabilités. L'objectif, comme je disais, l'un des objectifs du gouvernement, c'est de diminuer le temps et le coût de traitement des factures en uniformisant quelque part un peu les méthodologies de dépôt, d'envoi, de réception des factures. De renforcer bien sûr la prévention et la lutte contre la fraude à la TVA. Alors je pense que dans l'ordre, effectivement, c'est plutôt renforcer d'abord la lutte et la prévention contre la fraude à la TVA, mais des effets qui seront bénéfiques pour tout le monde, c'est aussi d'avoir une organisation un peu plus normalisée du traitement des factures au niveau de toutes les entreprises. Et ça va également leur permettre d'améliorer la connaissance de la conjoncture économique par des données qui seront remontées, des informations qui seront remontées un peu au fil de l'eau, puisque lorsque vous allez déposer votre facture sur le futur portail public de facturation, eh ben, l'État aura l'information tout de suite de votre chiffre d'affaires. Voilà. Donc c'est des choses comme ça qui seront remontées et vous verrez que dans les factures X, il y a un certain nombre d'informations vraiment très détaillées qui sont communiquées. Il y a un calendrier qui s'applique. Ce calendrier, il va porter donc, en fait, on va commencer déjà par juillet 2024. Donc ça, c'est quasiment dans un peu plus d'un an et demi maintenant. La réception sera obligatoire pour tout le monde. Voilà. Toutes les entreprises devront réceptionner leurs factures de manière dématérialisée. Ensuite, l'émission, le calendrier sera progressif puisque ce sera juillet 2024 pour les grandes entreprises. Pour les ETI, ça sera janvier 2025 et pour les TPE-PME, ça sera à partir de janvier 2026. Alors, des premières informations qu'on a pu avoir, ce calendrier ne bougera pas. Voilà. Alors, je dirais, pour ceux qui ont connu DSN, quelquefois ça bouge quand même un peu, mais a priori, les décrets concernant les dates sont déjà sortis. Donc, je vous rassure, je vous parle tout de suite de la dématérialisation des factures parce qu'il y a un certain nombre de nouveautés qui sont connexes à cette dématérialisation des factures et surtout à la partie e-invoicing. Néanmoins, nous allons prochainement faire un webinar d'information spécifique parce que le sujet en lui-même est tellement vaste qu'on sur un webinar présentation des nouveautés, c'est un peu court pour pouvoir vous le présenter de A à Z. Mais on reviendra vers vous à ce sujet-là, puisque effectivement, il est temps de tout doucement de s'y pencher et de commencer à voir un petit peu dans quel cas vous allez vous situer. Et ça, on va bien sûr vous accompagner sur ces sujets-là. Les nouveautés. Donc là, maintenant, nous allons voir les nouveautés de la gamme 7G100. Donc, quand on dit les nouveautés de la gamme, pour ceux qui ont déjà eu des formations nouveautés
d'extrémité. Souvent, les nouveautés de la gamme, en fait, ça regroupe tout ce qui est fonction commune. Donc, c'est ce qu'on va retrouver à la fois dans une gestion commerciale, à la fois dans une comptabilité, à la fois dans moyens de paiement. Et donc, la première nouveauté, c'est un changement de charte graphique qui s'inscrit dans un nouveau territoire de marque chez Sage, qui consiste à un peu revoir un peu ses couleurs. Vous avez peut-être même vu certainement des pubs à la télé. Donc voilà, ça s'accompagne en fait un peu de cette nouvelle charte noir, blanc et vert. Je passe rapidement dessus. Ensuite, autre nouveauté qui est une fonction commune à la gamme, alors, même si effectivement c'est plutôt comptabilité quand même, c'est l'exigibilité de la TVA sur les acomptes. Alors, d'une manière générale, il faut savoir qu'actuellement, donc la TVA sur les livraisons de biens est normalement exigible chez le fournisseur au moment de la réalisation de la livraison. Hein, c'est la TVA sur les débits. À compter du 1er janvier 2023, en cas de versement d'un acompte, la date d'exigibilité de la TVA sera avancée au moment de l'encaissement de l'acompte. Pourquoi? Alors, a priori, c'est pour se mettre en conformité avec le droit européen. Cette nouvelle règle, elle s'appliquera aux acomptes encaissés vraiment à partir de janvier 2023. Donc, il n'y a pas de rétroactivité. Dans le logiciel, il y a une petite case qui permet de choisir quand est-ce qu'on va le mettre en place. Cette nouveauté, elle va impliquer quand même d'utiliser des fonctions de Sage qui sont les registres de taxes. Si vous voulez la mettre en place, c'est important. Et donc, attention également au paramétrage des TVA qu'il faut avoir fait au préalable dans les règles de l'art, si je puis dire, pour pouvoir gérer ça. Concrètement, comment ça va se passer au niveau du logiciel? En fait, c'est assez simple hein, pour ceux qui utilisent déjà les registres de taxes, par exemple. C'est l'utilisation de dans Sage sans gestion commerciale, ça va se faire tout seul. Si vous avez à la fois Sage sans gestion commerciale et Sage sans comptabilité, lorsque vous allez faire un acompte en utilisant bien sûr la fonction d'acompte sur Sage sans gestion commerciale, bah, automatiquement le registre de TVA dans la comptabilité va se mettre automatiquement à jour. Ensuite, en comptabilité, si vous avez uniquement la comptabilité, lorsque vous allez saisir un règlement de type acompte, le logiciel de comptabilité, lui, il ne sait pas que vous saisissez un acompte. Donc, il faudra rentrer dans le registre pour aller lui dire que c'est un acompte. Et donc, il y aura un nouveau type de ligne de registre, acompte, qui va permettre, à l'occasion de la déclaration de TVA concernée par la facture initiale, de le déduire automatiquement. Hein, parce que forcément, le fait comme on va mettre un acompte, la TVA, en fait, l'acompte va être forcément dû au niveau de la TVA au moment de son encaissement, et il faudra pouvoir du coup le déduire de la facture globale. Donc comment ça se passe? Je vous ai mis quelques informations à ce niveau-là. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Autre nouveauté, qui est une fonction un peu commune à la gamme et qui, pour ceux qui ont beaucoup de sociétés, va être très intéressant puisque effectivement, lorsqu'on fait les formations, on vous indique que il faut penser à bien codifier vos archives en comptabilité parce que effectivement, sinon vous risquez de ne pas retrouver vos archives facilement si on laisse le DOS quelque chose. Et ben ça, chez Sage, ça y est, avec les V9, ils l'ont changé. Vous avez maintenant une nouvelle nomenclature de nom de fichier qui est proposée. Et donc, automatiquement, le logiciel, il va vous mettre le nom du dossier, ARC 2021, le logiciel, puisque potentiellement, on peut archiver dans d'autres logiciels, et la version. Et il va vous mettre un petit .mae à la fin, ce qui fait que vous n'aurez plus besoin de renommer vos fichiers d'archives de .rc à .mae. Là encore, c'est quelque chose qui est bien pratique. Et donc, voilà, il y a une petite amélioration au niveau de la règle de nommage qui fait que vous n'aurez plus besoin de vous préoccuper de cette règle lorsque vous faites votre archivage. Autre nouveauté, ça a souvent été demandé, j'ai souvent eu des retours d'utilisateurs sur ce sujet-là. Vous pouvez maintenant afficher dans la liste des tiers et au niveau de la liste des tiers, donc que ce soit en comptabilité ou en gestion commerciale, les soldes et voire même les soldes progressifs lorsque vous êtes dans les interrogations commerciales. Ce calcul, donc en gestion commerciale, là je vous ai présenté sur la gestion commerciale où on va avoir le solde comptable, le portefeuille des BL et des factures et le portefeuille des bons de commande et des préparations de livraison. En comptabilité, vous allez avoir tout autre chose, vous allez avoir
bien sûr le solde de débit, le solde de crédit dans le plan tiers et le solde signé. Et il y a une petite alerte qui va apparaître en rouge si, entre guillemets, le solde n'apparaît pas dans le sens classique du compte, si je puis dire. Voilà, donc si un fournisseur apparaît avec un solde de débit, eh ben, il va apparaître en rouge au niveau du montant signé pour vous alerter. Ce calcul automatique, il est débrayable en fonction du volume des données. Quelquefois, plutôt que de l'afficher à chaque fois si vous êtes 10 à vous connecter, bah lui, il va recalculer à chaque fois que vous vous connectez. Vous pouvez cliquer sur le petit bouton calculer et demander à l'avoir en mode, on va dire, manuel et non automatique. Voilà. Donc vous avez l'équivalent comptabilité, je reviens un petit peu en arrière, vous avez l'équivalent comptabilité, donc là c'est sur la gestion commerciale et là c'est sur la comptabilité. Donc quand vous êtes sur les clients en gestion commerciale, ce qui est intéressant c'est d'avoir la liste des encours clients et en comptabilité bah, les soldes comptables et les soldes progressifs comme je disais que vous pouvez voir en interrogation. Autre nouveauté commune à la gamme et une nouveauté ergonomique, c'est le non-affichage des éléments mis en sommeil. On a tous eu ça et là encore, c'est quelque chose qu'on nous a fréquemment demandé. Donc, je suis content aujourd'hui de pouvoir vous dire que c'est présent dans la version 9. Lorsque vous avez mis des clients, des fournisseurs en sommeil et que vous faites une interrogation dans les balances des tiers, par exemple, les éléments en sommeil apparaissent toujours. Donc, vous êtes obligé de passer au-dessus. Alors, bien sûr, il n'y a rien dedans, mais lorsque vous êtes dans une liste, bah forcément, la liste, elle est, les tiers, même s'ils sont en sommeil, apparaissent toujours. Maintenant, si vous avez interdit l'utilisation des données mises en sommeil, c'est un petit prérequis, et ben automatiquement, ils n'apparaîtront plus dans les listes. Et donc, comme depuis les dernières versions, il y a aussi un nombre de choses qu'on peut mettre en sommeil qui s'est enrichi, bah, c'est d'autant plus intéressant de ne plus les afficher. Autre amélioration au niveau de l'aperçu avant impression, le zoom ne bloquera plus le passage aux pages précédentes suivantes. C'est-à-dire vous pouvez zoomer dans votre balance des comptes et puis passer à la page suivante. Vous n'êtes plus obligé de dézoomer pour repasser sur la page précédente ou suivante d'ailleurs. Et il n'y a plus de limite. Lorsqu'on a des balances qui étaient très longues, en fait, on avait une limite. C'est-à-dire que si j'étais arrivé à la page 100, je ne pouvais pas remonter jusqu'à la page 1, par exemple. Et ben ça, vous avez plus ce problème-là. Alors, petite parenthèse, il y a toujours, par contre, lorsque vous allez cliquer en aperçu sur le bouton imprimer, il vous imprimera toujours que la page en cours. C'est le petit bémol. On ne peut pas faire parfait du premier coup. Nouveauté maintenant propre à la gestion commerciale. Donc, ça a trait bien sûr à la dématérialisation des factures, des factures X. Donc, c'est la gestion des factures X. Alors, les factures X, qu'est-ce que c'est déjà la facture X, tout simplement c'est un standard de facture électronique pour les factures validées, qui est un format en fait qu'on dit hybride ou mixte. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque vous allez sortir votre facture au format PDF, ce PDF va être signé déjà, ce qu'on appelle aussi les PDF A, et lisible par la machine au format XML. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a à la fois la partie qui est visible par l'humain, c'est-à-dire vous envoyez la facture et vous voyez la facture en format PDF, j'ai envie de dire classique, mais également lorsque vous allez faire votre e-invoicing et le déposer, et ben, la facture, elle aura son fichier XML conforme puisque le format FactureX, en fait, c'est un des 3 formats qui va être accepté par la plateforme, par le portail, pardon, le portail public de facturation. Il y en a 2 autres avec des noms un peu barbare aussi. Néanmoins, Sedge a choisi de passer par la FactureX, donc c'est un format qui est franco-allemand et qui va vous permettre. Alors, le fait de le mettre en V9 aujourd'hui, concrètement, ça ne va pas changer votre façon de travailler. Parce que, en fait, aujourd'hui, vous n'avez pas d'exigibilité sur le e-invoicing. Mais ça va vous permettre de faire une transition en douceur et d'être prêt aussi pour l'intégration dans d'autres systèmes. On verra lorsqu'il y aura effectivement la matinale dédiée sur la facture électronique le 6 décembre. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très qui est très riche, mais du coup, ça vous permet déjà de vous préparer un petit peu à cette partie dématérialisation. Ce qui veut dire aussi qu'il y a un certain nombre de contrôles qui sont effectués. Lorsque vous allez faire la facture X, le logiciel il va vérifier un certain nombre de choses. Donc, l'objectif, c'est vraiment la préparation.
Alors, je reviens un petit peu sur ce document. Voilà comment ça va se présenter, hein. Donc, je l'ai dit, c'est un format qui est hybride ou mixte. Vous allez avoir en fait la possibilité d'afficher en haut à droite ou en bas à gauche enfin un des quatre coins en gros le petit bouton Facture X. Et lorsque je suis sur, bon là en l'occurrence c'est sur Adobe sans faire de pub, et que je clique dessus, je vais visualiser sur le côté gauche facture-x.xml qui va être en fait le fichier du portail public de facturation. Vous voyez, votre PDF de facture ne change pas, hormis ce petit logo. Euh, mais vraiment, voilà, c'est un objectif de préparation puisqu'il y aura divers contrôles qui pourront être effectués, comme par exemple, s'il manque le pays, vous avez oublié de mettre le code ISO du pays dans le pays lorsque vous l'avez rattaché à votre client, et ben, vous allez avoir un message. Si vous avez des taux de taxes, bien sûr, forcément, c'est soumis à TVA, hein, puisque de toute façon, le invoicing, petite parenthèse, il ne concerne que le B2B et le B2G. Donc, forcément, il y a de la TVA. S'il y a de la TVA, il y a un code EDI obligatoire à renseigner au niveau de votre code taxe, qui est le code VAT. Voilà, donc il y a un certain nombre de petits impératifs comme ça de données qui vont être contrôlés, bien sûr, parce que comme c'est à destination finale de l'administration fiscale, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir les normes. Donc s'il manque des numéros de SIRET, typiquement des numéros de SIRET, des choses comme ça, des adresses, des raisons sociales, eh ben, automatiquement, le logiciel va vous bloquer lorsque vous allez vouloir éditer la facture X, vous dire, non, vous ne pouvez pas le faire, il vous manque telle information, soit dans vos paramètres société, soit sur la fiche du client. Il y a également un certain nombre de données qui seront non contrôlées, puisqu'en fait, ici, on est en facture X. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est écrit fx.e. Le point E, en fait, il correspond à extended. Extended, pourquoi? Parce qu'en fait, dans le format facture X, il y a un socle de base qui est le socle obligatoire. Et ensuite, il y a plusieurs socles facultatifs, mais qui permettent de transmettre un certain nombre d'informations complémentaires qui pourront être réutilisées. Donc Sedge a fait le choix tout de suite de fournir le plus haut niveau de détail, aussi pour pouvoir l'intégrer dans des systèmes EDI ou autres par la suite, hein. C'est aussi pouvoir bénéficier d'améliorations dans ce sens. Et donc, il va y avoir par exemple des données qui seront utiles mais non contrôlées, comme un code barre article, ce genre de choses. Voilà. Donc, ce ne sera pas des données obligatoires, mais ce sera des données qui seront complémentaires et intéressantes dans certains cas. Donc, vous allez avoir un message d'information pour vous sensibiliser, pour vous indiquer qu'il y aura un logo, hein. Donc, le fichier, ça va être mis le fichier PDF de la facture joint au mail respectera le format facture X. Une mention dans le mail et un logo sur la facture informeront le destinataire. L'affichage de la mention et l'emplacement du logo se définit donc, dans les paramètres société. Donc là aussi, depuis quelques versions, vous avez certainement dû le constater pour ceux qui ont passé plusieurs versions ou qui utilisent Sedge depuis longtemps, les messages d'erreur sont de plus en plus explicites et là, il nous dit carrément le chemin à corriger ou corriger ce point-là. Et donc, si je vois un mail qui est envoyé, je vais avoir un petit message disant que le document PDF de type facture qui est transmis en pièce jointe est au format facture X. Voilà, donc ça c'est pour informer le destinataire de la bonne conformité, parce que un des éléments qui va être important sur la facture X, c'est que effectivement, vous êtes peut-être une PME. Je pense que c'est la majorité, alors je ne vais pas regarder, mais je pense que c'est quand même la majorité des personnes qui sont présentes aujourd'hui, mais vous allez adresser peut-être des grandes entreprises. Eux, ils ont une obligation totale de passer en réception et en émission dès 2024. Et donc, ils risquent quelque part aussi de contraindre les entreprises avec lesquelles ils travaillent à passer tout de suite sur sur leur format à eux, qui sera le format invoicing. Donc, le fait d'être déjà prêt, c'est quand même un plus pour préparer le futur. Voilà, donc il sera possible d'apposer le logo, comme je vous disais, un peu où vous voulez. En l'occurrence, moi j'utilise Adobe. Pour le coup, j'avais essayé d'ouvrir un PDF dans Chrome directement et je pouvais pas ouvrir la facture X parce que Chrome n'est pas encore compatible, par exemple. Voilà, il y a des petites choses comme ça auxquelles il faudra faire attention. Concernant des mentions de TVA, il y a des nouvelles choses. Donc, je vous ai parlé un petit peu de la facture X et TVA. Pourquoi? Parce que notamment, je ne sais pas si vous voyez sur la deuxième printer écran, vous avez un code EDI qui est mis, qui est VAT.
qui sera obligatoire. Voilà, donc sur les codes TVA à 20% également, hein. Donc lorsque je vais faire une facture de vente à 20%, ben, il faudra que le code EDI VAT soit bien renseigné pour que ce soit transmis correctement dans le cadre du invoicing. Là-dessus, je pense qu'il y aura des messages d'erreur. J'ai pas tout testé, mais j'en ai déjà eu lorsque j'ai voulu faire le test en disant bah, attention, il manque ci, il manque ça pour faire la facture X. Également, il y a des nouvelles mentions qui sont normalement obligatoires depuis longtemps, mais sur les exonérations de TVA. Et donc les cas pour lesquels vous êtes exonéré de TVA. Et donc maintenant, vous avez cette mention d'exonération qui peut être rattachée directement sur le code taxe. Et donc, voilà, dire que bah, effectivement, le C0, c'est une livraison intracom et donc c'est exonéré, enfin voilà, tous les cas un peu de prestation de services sur biens immobiliers en autoliquidation, voilà, des régimes particuliers ou autres. Voilà, vous avez tous les motifs d'exonération qui peuvent être communiqués et donc avoir des informations complémentaires qui vont apparaître. Ces motifs d'exonération, attention, parce que ça occasionne quand même des gros changements au niveau de vos mises en page. Je préfère vous le préciser aussi. Il y a des paramétrages, des changements de paramétrage de modèles qui sont effectués pour pouvoir afficher forcément la mention d'exonération. Autre nouveauté, des petites améliorations, notamment au niveau de la saisie des acomptes. Maintenant, vous allez avoir une souche qui va être propre à la saisie des acomptes et donc la possibilité de choisir le type de souche et donc les numéros de pièces. Donc pour ceux qui sont multi-souches, c'est quand même intéressant de pouvoir, au niveau de la facture d'acompte, avoir le choix de la souche. L'acompte sera conservé même en changeant de masque. Un petit problème qu'on rencontrait auparavant, c'est que lorsque je faisais un acompte directement dans Sage, je ne pouvais pas quitter tant que j'avais pas fini mon acompte. Ce qui n'est pas toujours pratique, parce que c'est un des gros plus de l'ergonomie de Sage par rapport à d'autres logiciels, c'est le fait de pouvoir gérer du multi-fenêtrage. Et donc, si je veux, j'ouvre un client, le client m'appelle, je peux aller regarder dans ses documents alors que j'étais en train de saisir un devis, ça pose absolument aucun problème dans Sage. Je perds rien, je peux continuer plus tard, etc. C'était l'exception, c'était l'acompte. Et donc, ils ont corrigé un peu ce point-là. Et donc, vous avez des messages pour informer de la validation de l'acompte. Petit rappel des V8. La V8 a vu apparaître la notion donc, de facture d'acompte. C'est pour ça que je vous parle de facture d'acompte, qui est un document à part et qui vous permet maintenant donc d'éditer directement la facture, donc un document commercial pour l'acompte. Et donc, il est bien notifié comme un document commercial. Et ce document commercial est lié à un règlement d'acompte. Voilà. Donc, c'est une particularité. L'annulation des factures. Donc, l'annulation des factures, il a pour objectif de faciliter l'annulation des factures validées. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On ne peut pas dévalider une facture. C'est pas ça. C'est qu'il est possible maintenant, en cliquant sur le bouton annuler sur la facture originale qui a été validée, de régénérer en fait une facture d'annulation qui sera en négatif et automatiquement de régénérer une facture non validée qui reprendrait les mêmes éléments et donc on n'aurait plus qu'à modifier. Ça, c'est pour pallier un petit peu à l'effet de bord qu'on a depuis l'obligation des validations, donc qui est depuis les versions 3, donc ça date maintenant de 2018, hein, depuis qu'on est obligé de valider les factures dans le cadre de la loi antifraude à la TVA, là encore. Le problème, c'est que dès que je me trompais d'une virgule sur ma facture, eh ben, quelque part, j'étais obligé de faire un avoir et de refaire la facture. Demain, l'intérêt de cette fonction, c'est de gagner du temps. Vous cliquez sur le bouton annuler, le logiciel, il vous passe automatiquement une facture en négatif et il vous repasse une deuxième facture qui est prête à être corrigée. Donc ça fait gagner du temps parce que ça évite de faire 36 manips. Et puis en plus, vous voyez les numéros de facture d'origine qui s'enregistrent. Si un acompte a été saisi, il sera annulé et reporté également, hein. Donc il y a aussi une annulation qui se fait sur la partie règlement. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Quelques améliorations un petit peu, je vais dire en vrac, parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal de nouveautés et dans le cadre d'un webinaire, comme on le veut, sur un laps de temps pas trop long pour pas vous mobiliser trop longtemps, on fait des arbitrages et donc il y a notamment la possibilité de maintenant de mettre en forme les lignes de documents. Alors il y a un petit peu plus de couleurs, un peu de gras, un peu d'italique. C'est pas encore personnalisable, mais c'est un premier pas vers la mise en page et la présentation au niveau des lignes de documents. Par exemple, si je fais un sous-total de documents, dans un document, pardon, et ben mon sous-total il va apparaître en gras.
Si j'utilise des nomenclatures commerciales, elles vont apparaître en italique. Si je fais une remise avec la nouvelle fonction de remise, enfin nouvelle qui datait des V6 ou V7, si je ne dis pas de bêtises, elle va apparaître en bleu. Enfin voilà, on va avoir un certain nombre de petites couleurs qui vont également se reporter directement dans les mises en page. Tout ça, c'est des options. Vous n'êtes pas obligé de cocher les cases et c'est pas obligatoire. Autre nouveauté très simple, mais en fait qui est hyper utile pour ceux qui font beaucoup de facturation avec des particuliers, c'est l'affichage total TTC en pied de document. Déjà, ça permet de vérifier facilement, que qu'il y a bien de la TVA qui s'est appliquée. Si j'ai une différence entre TTC et hors taxe, c'est bien que j'ai de la TVA qui s'est appliquée, mais c'est également pour les clients particuliers, ça évite de devoir aller dans le pied. J'ai l'impression des CGV en langue étrangère. Bon, voilà, ça c'est pour ceux qui utilisent la nouvelle fonction aussi. C'est aussi des nouvelles fonctions, hein, des censés qui va permettre d'aller. Alors, un petit instant, parce que je pense que j'ai un participant qui s'est déconnecté, reconnecté. Hop, voilà. Et donc, je disais, par rapport à l'impression des CGV, vous pouvez maintenant imprimer les CGV en langue étrangère. Autre nouveauté, les factures validées, vous pouvez modifier le prix de revient en entrée. Vous avez aussi la possibilité d'imprimer les données des centrales d'achat. Ça, c'est pour les modèles de mise en page. Et enfin, là, c'est pratiquement plus pour les consultants, puisque c'est plus rare que ce soit des utilisateurs finaux qui l'utilisent. C'est le fait de pouvoir importer plusieurs adresses de livraison dans les fiches clients, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, en reprise de données, on ne pouvait importer qu'une seule adresse de livraison en standard. Maintenant, on peut importer plusieurs adresses de livraison dans la fiche client. Voilà pour les nouveautés de la gestion commerciale. On va passer maintenant aux nouveautés qui portent sur la finance et notamment une nouveauté, là encore, qui était assez attendue puisqu'on l'avait déjà en gestion commerciale, ce fonctionnement. Et souvent, lorsque je faisais les formations sur les nouveautés, j'expliquais aux utilisateurs que malheureusement, en comptabilité, on ne l'avait pas. Et maintenant, on l'a. L'envoi multidestinataire. Donc, ça va vraiment permettre d'optimiser les envois de mails à plusieurs contacts et surtout aussi selon les options d'impression des fichières en fonction du type de document. Donc, par exemple, une relance, je vais pouvoir l'envoyer à un service contact adressé. Donc, pour ceux qui ont à la fois la gestion commerciale et la comptabilité, c'est assez intéressant puisque ça vous incite quand même à utiliser la notion de service. Puisqu'ici, on voit en bas que je peux adresser un service contact particulier. Et donc, je peux, par exemple, avoir un service qui est à qui je destine les factures et un autre service, service comptabilité fournisseur, à qui je destine les relances, par exemple. Et donc, ça ouvre tout un tas de possibilités. Et donc, je peux envoyer soit à des services, soit à l'adresse principale. Et je peux également envoyer à plusieurs emails issus de séparés désormais par un point-virgule. Et ça fonctionne bien dans le paramétrage ici des options d'impression. Donc ça, je sais qu'on m'a souvent posé la question pour les rappels, on voudrait l'envoyer à plusieurs adresses, on voudrait l'envoyer à un contact en particulier, etc. Et bien maintenant, c'est possible et c'est paramétrable par client. Autre nouveauté, la dissociation des reports à nouveau. Donc les reports à nouveau, en fait, il y a un petit changement. Alors ça peut être un peu perturbant pour être franc. Alors surtout pour moi qui ai beaucoup utilisé les anciennes versions, mais bon, on va s'habituer à tout, hein. C'est même plus logique de le faire comme ça. Pour les nouveaux utilisateurs, c'est plus logique. Un nouveau menu va permettre de dissocier en fait la notion de création d'exercice et de génération des à nouveau. Souvent, la question qu'on nous pose, c'est comment je fais pour générer les reports à nouveau. Et souvent, ça étonne parce qu'on dit il faut repasser par créer un nouvel exercice. En fait, c'est effectivement c'était un peu illogique, mais une fois qu'on a l'habitude et qu'on avait l'habitude de le faire, il n'y a pas de souci. Maintenant, on a deux boutons. On a la gestion des exercices qui va permettre de créer un exercice, supprimer et créer l'exercice antérieur. Donc ça veut dire aussi que l'archivage, le petit bouton archivage, vous voyez, archivage du premier exercice qui permettait de supprimer en fait le premier exercice, il a disparu. Il faudra maintenant passer par la gestion des exercices. Et les reports à nouveau ont leur bouton dédié et en cas d'absence d'un exercice, vous aurez un message qui va apparaître. Donc, c'est un petit changement ergonomique, comme je disais, pour des utilisateurs qui ont l'habitude d'utiliser l'ancien système et qui sont au clair sur l'ancien système, ça peut être un peu perturbant. Par contre, pour tous les nouveaux utilisateurs ou pour ceux qui n'étaient pas à l'aise avec l'ancien système, c'est quand même plus pratique parce que en fait, c'est plus logique de le faire comme ça. Autre nouveauté,
En immobilisation, vous savez que depuis le 1er janvier 2022, la TVS a été remplacée, donc pour ceux qui utilisent Sedge Immobilisation et qui utilisent Sedge Immobilisation et qui ont des véhicules de société, ça a été remplacé par de nouvelles taxes annuelles sur les véhicules de tourisme. Donc c'est des taxes qui reprennent en fait l'ancien barème de la TVS. Donc il y a une taxe annuelle sur les émissions de CO2, je passe un peu les détails, et il y a une taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques. Ce qui change en gros, c'est que vous avez des motifs d'exonération qui vont apparaître sur l'état des TVS et un nouvel état récap sur la TVAS qui pourra donc bien sûr être édité en complément de l'état TVS. Il faut juste au préalable paramétrer en fait des champs libres. Mais pour ceux qui utilisent ces fonctions dans Sage Immobilisation, c'est quelque chose qui est voilà qui change pas grand chose au final, si ce n'est devoir créer une info libre et paramétrer les motifs d'exonération, mais ça change pas grand chose sur le fond. Au niveau de cette flux bancaire, petit rappel, en fait, c'est quelque chose qui est un peu comme ça. Alors, qui est un peu comme Sage Direct pour ceux qui utilisent Sage Direct dans les moyens de paiement. C'est surtout une option. En fait, c'est un logiciel qui est à la différence de Sage Direct qui est web et qui va surtout avoir la possibilité de gérer ce qui est la double signature TS, la double validation. Alors dans les PME, la double validation, c'est pas encore forcément quelque chose qui est très développé. Déjà, la simple validation par clé de validation TS via Sage Direct, tout le monde ne l'a pas, hein. Voilà, mais c'est quand même quelque chose donc qui est utilisé. Et donc cette flux bancaire. Maintenant, on a la possibilité de supprimer des sociétés, des anciens utilisateurs, des anciens contrats bancaires, ce qui n'était pas le cas avant. Et vous pouvez aussi accéder facilement à l'outil de vérification de version et à la mise à jour de l'ID Sign via menu outils, mise à jour ID Sign. Avant, c'était un peu plus compliqué sur cette partie-là, sur cette flux bancaire. Donc là, c'est pour ceux qui l'utilisent, c'est des petites améliorations fonctionnelles. Voilà, d'un petit logiciel quand même, puisque ça ne permet que de faire la communication bancaire. Autre nouveauté sur cette automatisation comptable, donc pour cette automatisation comptable, un rappel, cette automatisation comptable, c'est l'outil qui permet de la dématérialisation des factures entrantes. Donc ce logiciel va également être impacté dans le cadre de la réforme sur le invoicing et e-reporting, notamment sur les invoicing. Bien sûr, l'éditeur travaille pour la mise en conformité de cette automatisation comptable pour pouvoir intégrer directement les factures X. Les nouveautés aujourd'hui, elles ne portent pas sur ça, elles portent en fait sur la notion d'un nouveau droit administrateur qui est l'administrateur délégué et qui permet en fait d'administrer exclusivement des sociétés sur lesquelles l'utilisateur possède des droits. Dans le cas où on est sur des sociétés qui ont plusieurs sites, et ben en fait, quelquefois l'administration, si on a un seul administrateur, c'est un peu compliqué de recréer des nouveaux utilisateurs, etc. Donc on peut maintenant avoir des administrateurs délégués. Je vous ai dit, je vous ai dit que c'était pas présent sur la version, mais si c'est déjà présent sur la version, du coup le PDF contient bien la facture au format FactureX. Et l'OCR sera plus utilisé pour interpréter la facture, puisqu'effectivement maintenant comme il y a un fichier XML, ça va compléter les éléments. Le document donc sera décompté du contrat ACS et les fichiers en pièce jointe du format facturiste par contre ne seront pas encore intégrés. Voilà. C'était ça un peu le changement, c'est que pour le moment dans les pièces jointes du document ACS, ça va intégrer que le PDF et pas le XML qui va avec. Pour autant, on lit déjà bien les XML. Et bien sûr, la compatibilité à la V9 qui est assurée. J'en ai terminé pour les nouveautés de la version 9. On a respecté à peu près le délai, c'est bien. J'ai les prochains événements. Donc le 22 novembre, le webinaire Sage dématérialisation RH et mardi 6 décembre, la matinale Sage dématérialisation des factures. Donc save the date, comme on dit. N'hésitez pas à vous inscrire, notamment donc sur la dématérialisation RH qui va donc porter sur la dématérialisation des bulletins notamment. Et le 6 décembre, la matinale Sage dématérialisation des factures où on refera un focus vraiment sur tout ce que je vous ai expliqué un peu rapidement dans le cadre du webinar. On reviendra
en détail sur toutes les notions et toutes les incidences que ça va avoir sur les entreprises. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne vais pas regarder le chat. Je vais jeter un œil tout de suite. N'hésitez pas à passer par le petit bouton conversation du chat. Benoît, tu Oui, m'entends? oui, je t'entends, Samuel. Oui, donc bonjour à tous, hein. Samuel Cess. J'ai jeté un œil, mais plus qu'un œil, durant toute la présentation. Moi, j'ai posté quelques messages, mais j'ai pas vu de questions. Euh, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. S'il y a des questions qui surviennent à l'issue de la présentation, n'hésitez pas à reprendre contact avec votre chargé de clientèle ou l'ingénieur commercial pour reposer les questions, pour qu'on puisse revenir vers vous. On patiente quelques instants sans que ça soit trop pesant pour tout le monde. En attendant, Benoît, je te remercie parce que là, tu nous as présenté tout ça sur un rythme un peu soutenu pour garder le timing. Et ça, c'était un beau challenge. Donc, merci, merci à toi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Merci, c'est très clair. Pouvez-vous remettre l'onglet sur les dates d'application des factures électroniques? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je reviens. Voilà l'onglet sur les dates d'application. Donc, vous avez l'obligation en réception à partir de juillet 2024. Donc, comme je disais, c'est dans à peu près un an et demi. En réception, concrètement, ça aura peu d'incidence sur votre utilisation quotidienne des logiciels de gestion commerciale ou de comptabilité, hormis, comme je disais, si vous avez ACS, puisqu'avec cette automatisation comptable, vous allez pouvoir réceptionner les formats Facturix. Ça veut aussi dire que en réception, vous ne pourrez pas refuser une facture X, sous-entendu. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez impactant. Et donc les émissions de factures vont dépendre des tailles de structure. Donc comme je disais, quand même la majorité de nos entreprises sont plutôt concernées par du janvier 2026 pour l'émission, voire du janvier 2025. Après voilà, comme c'est des critères d'effectif et de chiffre d'affaires. Maintenant, ça ne vous empêche pas, comme je disais, d'être prêt avant, parce que vous allez peut-être avoir des grands groupes qui vont vous imposer de passer par des formats de factures du coup les nouvelles normes. Donc c'est pour ça on a le temps, mais il faut bien mesurer les cas dans lesquels on est et ce qu'on a à faire pour être en conformité. Voilà, ça va quand même impacter l'organisation de la gestion de la facture. Oui, comme tu le précises, Benoît, c'est pas juste un projet technique de transformer des factures dans un autre format, mais ça a bien des impacts organisationnels à prévoir dans nos PME. Oui, oui. Euh, Pour ceux qui font un peu de paye également, on est plutôt sur. Enfin, moi, je fais un peu le parallèle avec la DSN. Lorsqu'il y a eu la mise en place de la DSN, je fais souvent ce parallèle parce que ça va, enfin, en termes d'impact dans l'organisation de l'entreprise, je pense qu'on va être sur ce niveau-là, quoi. Autre question, mais ça, je vais pouvoir y répondre. Avez-vous prévu de nous faire passer la présentation par mail? Alors, Benoît l'a indiqué en tout début de présentation. Le webinar a été enregistré, tu me confirmes, Benoît? Oui, Donc, le webinar sera redisponible prochainement sur notre chaîne YouTube pour que vous puissiez reprendre, revoir et partager l'ensemble de la présentation qui a été faite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent de nouveau. Donc le webinaire va débuter à 10 heures. Donc les microphones ont été automatiquement désactivés. N'hésitez pas à passer par le chat pour toute question. Euh, voilà, et donc on va essayer de débuter à 10 heures. Il reste encore quelques personnes à se connecter. Voilà, ça attendra une ou deux minutes et puis ensuite on démarrera. Euh,
Bonjour à tous. La présentation débutera vers 10 heures et donc il est 10 heures, donc nous allons démarrer. Donc déjà bienvenue. Les microphones donc, ont été automatiquement désactivés. N'hésitez pas à utiliser le chat, hein, comme j'expliquais, pour poser vos différentes questions. Le visionnage du webinaire sera disponible prochainement aussi également sur notre chaîne YouTube. Donc si vous voulez vous le repasser ou le communiquer à vos collègues qui n'ont pas pu être présents, n'hésitez pas, c'est également la possibilité qu'on a à ce niveau-là. Donc, nous sommes le 18 novembre 2022 et Sage a sorti il y a environ un mois sa version 9 de Sage 100. Donc, je vais représenter un petit peu donc la société Extrémité rapidement. Donc, notre leitmotiv, c'est faciliter la transformation numérique. Je me présente, donc je suis Benoît Chalas, je suis consultant formateur Extrémité. Pour ceux que j'ai déjà eu le plaisir de rencontrer, donc je m'occupe de tout ce qui est Sage 100, gestion commerciale, comptabilité, Sage BI, enfin tout ce qui est autour de la gamme Sage 100 principalement. Le sommaire de ce webinaire, en route donc vers la dématérialisation des factures. Donc effectivement, c'est un premier pas qu'on va faire ensemble vers la dématérialisation des factures et vers le e-reporting et invoicing, qui sont des sujets qui vont nous occuper très très prochainement. Les nouveautés, bien sûr, l'idée c'est également de vous présenter toutes les nouveautés de la gamme, les nouveautés gestion commerciale et les nouveautés finance comptabilité. Alors je vous demande un petit instant. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Vous n'avez rien raté pour l'instant, donc il n'y a pas de souci. C'est simplement, j'étais en train de présenter le sommaire, donc je reprends juste le sommaire et je me représente. Donc moi, c'est Benoît Chalas, donc je suis consultant formateur chez Extrémité. Et donc, j'explique un petit peu le sommaire qui est donc en route vers la dématérialisation des factures. Nous allons ensuite présenter donc les nouveautés de la gamme, les nouveautés de la gestion commerciale et les nouveautés qu'on appelle finance. Donc en fait, c'est comptabilité principalement et un peu tout ce qui gravite autour, les IMO, moyens de paiement, états comptables et fiscaux et Sage automatisation comptable aujourd'hui aussi qui est un des outils phares dans la partie finance. Notre présentation, pour ceux qui ne nous connaissent pas, mais c'est également l'opportunité de vous rappeler un peu qui nous sommes. Donc, Extrémité, c'est une équipe d'une trentaine de passionnés qui travaillent ensemble au service d'entreprise qui leur ressemble. Donc, on est une PME, une ESN, une entreprise de services numériques avec 22 années d'ancienneté. Et donc, nous sommes une trentaine de collaborateurs passionnés qui avons la chance de compter 650 clients. Donc, nous proposons une offre qui est transversale, globale et unique. Et également une expérience client sur mesure. Donc, Extrémité, c'est une entreprise à taille humaine, indépendante financièrement et avec un réel engagement sur le territoire régional. Effectivement, on a la chance de compter parmi nos clients des sociétés dans différents secteurs d'activité et principalement sur la région. Donc, voilà, nos secteurs d'activité couvrent aussi bien des ESN comme nous, par exemple, des activités industrielles dans le secteur de l'agroalimentaire. Voilà. Donc, effectivement, on a cette chance d'avoir un panel de clients qui est varié et qui compte sur nos expertises. Alors que ce soit en matière de sécurité, donc la partie sécurité chez Extrémité, donc c'est tout ce qui vous permet de protéger votre entreprise au niveau informatique notamment. Les firewalls, les authentifications, la cybersécurité, les formations bonnes pratiques. Mais c'est également donc toute la partie réseau, la partie donc serveur, poste informatique, les télécoms, donc avec la téléphonie IP, les solutions de téléphonie et de communication unifiée. C'est également le cloud avec l'hébergement de vos logiciels de messagerie, mais également de vos logiciels de gestion. Donc c'est en ce sens qu'on a vraiment une offre qui est transverse puisque on recoupe à la fois des compétences qui se complètent les unes aux autres. Et donc au niveau de la gestion, donc le service dont je fais partie, bien sûr, nous
conseille, on vous forme dans l'utilisation de vos logiciels de gestion, de comptabilité, de paye également, bien sûr, et de décisionnel. On a également un pôle développement qui vous permet en fait de créer ensemble donc des solutions sur mesure de développement spécifiques et donc de solutions qui vous faciliteront le quotidien, et également en fait des solutions qui sont autour de vos logiciels de gestion, donc des solutions complémentaires, des solutions qui sont complémentaires. Et également donc le digital, donc les domaines autour de la création et de la refonte de sites web, le référencement, les réseaux sociaux, tout ce qui touche au web. Voilà pour la petite présentation d'extrémité. Bien sûr, sur chacun de ces pôles d'activité, on peut vous renseigner et vous fournir des informations complémentaires si cela vous intéresse. Concernant les nouveautés de la version, comme je vous ai expliqué dans le sommaire, c'est en premier pas cette version vers la dématérialisation des factures. Cette dématérialisation des factures va s'accompagner en fait, donc s'accompagne d'une réforme fiscale qui a pour objectif principal de renforcer la prévention et la lutte contre la fraude à la TVA, bien sûr, et ça va occasionner en fait un certain nombre de changements au niveau des entreprises. Notamment les obligations en termes de changement au niveau des formats de facture, donc des nouveaux formats de facture obligatoires en format PDF qui sera toléré temporairement sur le portail public. Et donc ce format de facture va être utilisé notamment pour ce qu'on appelle le e-invoicing. Alors le invoicing, pardon, c'est quoi? C'est en fait le fait de devoir déposer maintenant, un peu comme pour ceux qui sont déjà partenaires avec Chorus. Alors je vous mets un petit instant. Hop, une personne. Hop, voilà. Donc le invoicing, en fait, ça ressemble à ce qu'on utilise aujourd'hui lorsqu'on travaille avec le secteur public et qu'on doit déposer, par exemple avec des mairies, et qu'on doit leur déposer des factures sur Chorus. Et ben ce système, d'une manière un peu différente, sera généralisé sur ce qu'on appellera la PPF, la plateforme publique de facturation. Donc l'objet d'aujourd'hui, c'est pas forcément de vous donner toutes les informations sur la facture électronique. On vous expliquera tout à l'heure qu'on va refaire d'autres webinaires plus détaillés sur ce sujet, mais c'est quand même un point important de cette version 9 puisque notamment les nouveaux formats de facture sont déjà disponibles sur les versions 9. Maintenant, toute la partie e-invoicing, e-reporting n'est pas encore intégrée dans cette version puisqu'il y a un calendrier qui va être applicable en plusieurs étapes selon les types d'entreprises. On va également avoir de nouveaux circuits de validation obligatoires au niveau des factures. Voilà, donc ça va occasionner quand même des changements au niveau de l'organisation des entreprises sur la partie facturation, puisque vous l'aurez compris, demain, il va falloir déposer sur une plateforme toutes les factures en dématérialisation. Et donc, il y aura des normes à ce niveau-là qui seront à respecter et qui seront impactantes pour les entreprises. Donc, il est temps de commencer à s'y préparer. Voilà. Donc la dernière partie, donc c'est le e-reporting. Donc le e-reporting, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux choses. Le e-invoicing, qui est le dépôt des factures, qui va concerner en fait les factures B2B et B2G, donc vers le business to government. Donc en gros le public, ce qui existe déjà en fin de compte, le Chorus Pro. Et la partie e-reporting, qui elle ne sera que pour les transactions B2C, donc vers les clients particuliers, B2B international et pour les encaissements des prestations de services. Donc tout ça à terme, ça va être des données qui seront nécessaires à un pré-remplissage des déclarations de TVA. Voilà, donc ça va occasionner un certain nombre de changements puisqu'il y aura un certain nombre d'informations complémentaires qui seront à apporter et qui seront à fournir. Donc ça impacte bien sûr principalement les gestions commerciales, mais également les comptabilités. L'objectif, comme je le disais, l'un des objectifs du gouvernement, c'est de diminuer le temps et le coût de traitement des factures en uniformisant quelque part un peu les méthodologies de dépôt, d'envoi, de réception des factures.
de renforcer bien sûr la prévention et la lutte contre la fraude à la TVA. Alors je pense que dans l'ordre, effectivement, c'est plutôt renforcer d'abord la lutte et la prévention contre la fraude à la TVA, mais des effets qui seront bénéfique pour tout le monde, c'est aussi d'avoir une organisation un peu plus normalisée du traitement des factures au niveau de toutes les entreprises. Et ça va également leur permettre d'améliorer la connaissance de la conjoncture économique par des données qui seront remontées, des informations qui seront remontées un peu au fil de l'eau, puisque lorsque vous avez déposé votre facture sur le futur portail public de facturation, eh ben, l'État aura l'information tout de suite de votre chiffre d'affaires. Voilà. Donc c'est des choses comme ça qui seront remontées et vous verrez que dans les factures X, il y a un certain nombre d'informations vraiment très détaillées qui sont communiquées. Il y a un calendrier qui s'applique. Ce calendrier, il va porter donc en fait on va commencer déjà par juillet 2024. Donc ça c'est quasiment dans un peu plus d'un an et demi maintenant. La réception sera obligatoire pour tout le monde. Voilà. Toutes les entreprises devront réceptionner leurs factures de manière dématérialisée. Ensuite, l'émission, le calendrier sera progressif puisque ce sera juillet 2024 pour les grandes entreprises. Pour les ETI, ça sera janvier 2025 et pour les TPE-PME, ça sera à partir de janvier 2026. Alors, des premières informations qu'on a pu avoir, ce calendrier ne bougera pas. Voilà. Alors, je dirais, pour ceux qui ont connu DSN, quelquefois ça bouge quand même un peu, mais a priori, les décrets concernant les dates sont déjà sortis. Donc, je vous rassure, je vous parle tout de suite de la dématérialisation des factures parce qu'il y a un certain nombre de nouveautés qui sont connexes à cette dématérialisation des factures et surtout à la partie e-invoicing. Néanmoins, nous allons prochainement faire un webinar d'information spécifique parce que le sujet en lui-même est tellement vaste qu'on sur un webinar présentation des nouveautés, c'est un peu court pour pouvoir vous le présenter de A à Z. Mais on reviendra vers vous à ce sujet-là, puisque effectivement, il est temps de tout doucement de s'y pencher et de commencer à voir un petit peu dans quel cas vous allez vous situer. Et ça, on va bien sûr vous accompagner sur ces sujets-là. Les nouveautés. Donc là, maintenant, nous allons voir les nouveautés de la gamme Sedge 100. Donc, quand on dit les nouveautés de la gamme, pour ceux qui ont déjà eu des formations nouveautés d'extrémité, souvent les nouveautés de la gamme, en fait, ça regroupe tout ce qui est fonction commune. Donc, c'est ce qu'on va retrouver à la fois dans une gestion commerciale, à la fois dans une comptabilité, à la fois dans moyen de paiement. Et donc, la première nouveauté, c'est un changement de charte graphique qui s'inscrit dans un nouveau territoire de marque chez Sedge, qui consiste à un peu revoir un peu ses couleurs. Vous avez peut-être même vu certainement des pubs à la télé. Donc voilà, ça s'accompagne en fait un peu de cette nouvelle charte noir, blanc et vert. Je passe rapidement dessus. Ensuite, autre nouveauté qui est une fonction commune à la gamme, alors, même si effectivement c'est plutôt comptabilité quand même, c'est l'exigibilité de la TVA sur les acomptes. Alors, d'une manière générale, il faut savoir qu'actuellement, donc la TVA sur les livraisons de biens est normalement exigible chez le fournisseur au moment de la réalisation de la livraison. Hein, c'est la TVA sur les débits. À compter du 1er janvier 2023, en cas de versement d'un acompte, la date d'exigibilité de la TVA sera avancée au moment de l'encaissement de l'acompte. Pourquoi? Alors, a priori, c'est pour se mettre en conformité avec le droit européen. Cette nouvelle règle, elle s'appliquera aux acomptes encaissés vraiment à partir de janvier 2023. Donc, il n'y a pas de rétroactivité. Dans le logiciel, il y a une petite case qui permet de choisir quand est-ce qu'on va le mettre en place. Cette nouveauté, elle va impliquer quand même d'utiliser des fonctions de Sedge qui sont les registres de taxes, si vous voulez la mettre en place, c'est important. Et donc, attention également au paramétrage des TVA qu'il faut avoir fait au préalable dans les règles de l'art, si je puis dire, pour pouvoir gérer ça. Concrètement, comment ça va se passer au niveau du logiciel? En fait, c'est assez simple hein, pour ceux qui utilisent déjà les registres de taxes, par exemple. C'est l'utilisation dans Sedge 100 gestion commerciale, ça va se faire tout seul. Si vous avez à la fois Sedge 100 gestion commerciale et Sedge 100 comptabilité, lorsque vous allez faire un acompte en utilisant bien sûr la fonction d'acompte sur Sedge 100 gestion commerciale, automatiquement le registre de TVA dans la comptabilité va se mettre automatiquement à jour.
Ensuite, en comptabilité, si vous avez uniquement la comptabilité, lorsque vous allez saisir un règlement de type acompte, le chef de comptabilité, lui, il ne sait pas que vous saisissez un acompte. Donc, il faudra rentrer dans le registre pour aller lui dire que c'est un acompte. Et donc, il y aura un nouveau type de ligne de registre, acompte, qui va permettre, à l'occasion de la déclaration de TVA concernée par la facture initiale, de le déduire automatiquement. Hein, parce que forcément, le fait comme on va mettre un acompte, la TVA, en fait, l'acompte va être forcément dû au niveau de la TVA au moment de son encaissement. Et il faudra pouvoir, du coup, le déduire de la facture globale. Donc, comment ça se passe? Je vous ai mis quelques informations à ce niveau-là. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Autre nouveauté, qui est une fonction un peu commune à la gamme et qui, pour ceux qui ont beaucoup de sociétés, va être très intéressant puisque effectivement, lorsqu'on fait les formations, on vous indique que il faut penser à bien codifier vos archives en comptabilité parce que effectivement, sinon vous risquez de ne pas retrouver vos archives facilement si on laisse le DOS quelque chose. Et ben ça, chez Sage, ça y est, avec les V9, ils l'ont changé. Vous avez maintenant une nouvelle nomenclature de nom de fichier qui est proposée. Et donc, automatiquement, le logiciel, il va vous mettre le nom du dossier, ARC 2021, le logiciel, puisque potentiellement, on peut archiver dans d'autres logiciels, et la version. Et il va vous mettre un petit point .mae à la fin, ce qui fait que vous n'aurez plus besoin de renommer vos fichiers d'archives de .rc à .mae. Là encore, c'est quelque chose qui est bien pratique. Et donc, voilà, il y a une petite amélioration au niveau de la règle de nommage qui fait que vous n'aurez plus besoin de vous préoccuper de cette règle lorsque vous faites votre archivage. Autre nouveauté, ça a souvent été demandé, et j'ai souvent eu des retours d'utilisateurs sur ce sujet-là. Vous pouvez maintenant afficher dans la liste des tiers et au niveau de la liste des tiers, donc que ce soit en comptabilité ou en gestion commerciale, les soldes et voire même les soldes progressifs lorsque vous êtes dans les interrogations commerciales. Ce calcul, donc en gestion commerciale, là je vous ai présenté sur la gestion commerciale où on va avoir le solde comptable, le portefeuille des BL et des factures et le portefeuille des bons de commande et des préparations de livraison. En comptabilité, vous allez avoir tout autre chose. Vous allez avoir bien sûr le solde de débit, le solde de crédit dans le plan tiers et le solde signé. Et il y a une petite alerte qui va apparaître en rouge si, entre guillemets, le solde n'apparaît pas dans le sens classique du compte, si je puis dire. Voilà, donc si un fournisseur apparaît avec un solde de débit, eh ben, il va apparaître en rouge au niveau du montant signé pour vous alerter. Ce calcul automatique, il est débrayable en fonction du volume des données. Quelquefois, plutôt que de l'afficher à chaque fois si vous êtes 10 à vous connecter, bah lui, il va recalculer à chaque fois que vous vous connectez. Vous pouvez cliquer sur le petit bouton calculer et demander à l'avoir en mode, on va dire, manuel et non automatique. Voilà. Donc vous avez l'équivalent comptabilité, je reviens un petit peu en arrière, vous avez l'équivalent comptabilité, donc là c'est sur la gestion commerciale et là c'est sur la comptabilité. Donc quand vous êtes sur les clients en gestion commerciale, ce qui est intéressant c'est d'avoir la liste des encours clients et en comptabilité les soldes comptables et les soldes progressifs comme je disais que vous pouvez voir en interrogation. Autre nouveauté commune à la gamme et une nouveauté ergonomique, c'est le non-affichage des éléments mis en sommeil. On a tous eu ça et là encore, c'est quelque chose qu'on nous a fréquemment demandé. Donc, je suis content aujourd'hui de pouvoir vous dire que c'est présent dans la version 9. Lorsque vous avez mis des clients, des fournisseurs en sommeil et que vous faites une interrogation dans les balances des tiers, par exemple, les éléments en sommeil apparaissent toujours. Donc, vous êtes obligé de passer au-dessus. Alors, bien sûr, il n'y a rien dedans, mais lorsque vous êtes dans une liste, forcément, la liste, elle est, les tiers, même s'ils sont en sommeil, apparaissent toujours. Maintenant, si vous avez interdit l'utilisation des données mises en sommeil, c'est un petit prérequis, et automatiquement, ils n'apparaîtront plus dans les listes. Et donc, comme depuis les dernières versions, il y a aussi un nombre de choses qu'on peut mettre en sommeil qui s'est enrichi, c'est d'autant plus intéressant de ne plus les afficher. Autre amélioration au niveau de l'aperçu avant impression, le zoom ne bloquera plus le passage aux pages précédentes suivantes. C'est-à-dire que vous pouvez zoomer dans votre balance des comptes et puis passer à la page suivante. Vous n'êtes plus obligé de dézoomer pour repasser sur la page précédente ou suivante d'ailleurs. Et il n'y a plus de limite. Lorsqu'on a des balances qui étaient très longues, en fait, on avait une limite. C'est-à-dire que si j'étais arrivé à la page 100, je ne pouvais pas remonter jusqu'à la page 1, par exemple. Et ça, vous avez plus ce problème-là.
Alors, petite parenthèse, il y a toujours, par contre, lorsque vous allez cliquer en aperçu sur le bouton imprimer, il ne vous imprimera toujours que la page en cours. C'est le petit bémol. On ne peut pas faire parfait du premier coup. Nouveauté maintenant propre à la gestion commerciale. Donc, ça a trait bien sûr à la dématérialisation des factures, des factures X. Donc, c'est la gestion des factures X. Alors, les factures X, qu'est-ce que c'est déjà la facture X, tout simplement c'est un standard de facture électronique pour les factures validées, qui est un format en fait qu'on dit hybride ou mixte. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque vous allez sortir votre facture au format PDF, ce PDF va être signé déjà, ce qu'on appelle aussi les PDF A, et lisible par la machine au format XML. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a à la fois la partie qui est visible par l'humain, c'est-à-dire vous envoyez la facture et vous voyez la facture en format PDF, j'ai envie de dire classique, mais également lorsque vous allez faire votre e-invoicing et le déposer, et ben, la facture, elle aura son fichier XML conforme puisque le format facture X, en fait, c'est un des 3 formats qui va être accepté par la plateforme, par le portail, le portail public de facturation. Il y en a 2 autres avec des noms un peu barbare aussi. Néanmoins, Sedge a choisi de passer par la Facture X, donc c'est un format qui est franco-allemand et qui va vous permettre. Alors, le fait de le mettre en V9 aujourd'hui, concrètement, ça ne va pas changer votre façon de travailler. Parce que, en fait, aujourd'hui, vous n'avez pas d'exigibilité sur le e-invoicing. Mais ça va vous permettre de faire une transition en douceur et d'être prêt aussi pour l'intégration dans d'autres systèmes. On verra lorsqu'il y aura effectivement la matinale dédiée sur la facture électronique le 6 décembre. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très qui est très riche, mais du coup, ça vous permet déjà de vous préparer un petit peu à cette partie dématérialisation. Ce qui veut dire aussi qu'il y a un certain nombre de contrôles qui sont effectués. Lorsque vous allez faire la facture X, le logiciel il va vérifier un certain nombre de choses. Donc, l'objectif, c'est vraiment la préparation. Alors, je reviens un petit peu sur ce document. Voilà comment ça va se présenter. Donc, je vous ai dit, c'est un format qui est hybride ou mixte. Vous allez avoir en fait la possibilité d'afficher en haut à droite ou en bas à gauche enfin un des 4 coins en gros le petit bouton Facture X. Et lorsque je suis sur, bon là en l'occurrence c'est sur Adobe sans faire de pub, et que je clique dessus, je vais visualiser sur le côté gauche facture-x.xml qui va être en fait le fichier à destination du portail public de facturation. Vous voyez, votre PDF de facture ne change pas, hormis ce petit logo. Mais vraiment, voilà, c'est un objectif de préparation puisqu'il y aura divers contrôles qui pourront être effectués, comme par exemple, s'il manque le pays, vous avez oublié de mettre le code ISO du pays dans le pays lorsque vous l'avez rattaché à votre client, et ben, vous allez avoir un message. Si vous avez des taux de taxes, bien sûr, forcément, c'est soumis à TVA, hein, puisque de toute façon, le invoicing, petite parenthèse, il ne concerne que le B2B et le B2G. Donc, forcément, il y a de la TVA. S'il y a de la TVA, il y a un code EDI obligatoire à renseigner au niveau de votre code taxe, qui est le code VAT. Voilà, donc il y a un certain nombre de petits impératifs comme ça de données qui vont être contrôlés, bien sûr, parce que comme c'est à destination finale de l'administration fiscale, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir les normes. Donc s'il manque des numéros de SIRET, typiquement des numéros de SIRET, des choses comme ça, des adresses, des raisons sociales, eh ben, automatiquement, le logiciel va vous bloquer lorsque vous allez vouloir éditer la facture X, vous dire non, vous ne pouvez pas le faire, il vous manque telle information, soit dans vos paramètres société, soit sur la fiche du client. Il y a également un certain nombre de données qui seront non contrôlées, puisqu'en fait, ici, on est en facture X. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est écrit fx.e. Le point E, en fait, il correspond à extended. Extended, pourquoi? Parce qu'en fait, dans le format facture X, il y a un socle de base qui est le socle obligatoire. Et ensuite, il y a plusieurs socles facultatifs, mais qui permettent de transmettre un certain nombre d'informations complémentaires qui pourront être réutilisées. Donc Sedge a fait le choix tout de suite de fournir le plus haut niveau de détail, aussi pour pouvoir l'intégrer dans des systèmes EDI ou autres par la suite. Hein. C'est aussi pouvoir bénéficier
d'amélioration dans ce sens. Et donc, il va y avoir, par exemple, des données qui seront utiles mais non contrôlées, comme un code barre article, ce genre de choses. Voilà. Donc, ce ne sera pas des données obligatoires, mais ce sera des données qui seront complémentaires et intéressantes dans certains cas. Donc, vous allez avoir un message d'information pour vous sensibiliser, pour vous indiquer qu'il y aura un logo. Hein. Donc, le fichier, ça va être mis, le fichier PDF de la facture joint au mail respectera le format FactureX. Une mention dans le mail et un logo sur la facture informeront le destinataire. L'affichage de la mention et l'emplacement du logo se définit donc, dans les paramètres société. Donc là aussi, depuis quelques versions, vous avez certainement dû le constater pour ceux qui ont passé plusieurs versions ou qui utilisent Sage depuis longtemps, les messages d'erreur sont de plus en plus explicites et là, il nous dit carrément le chemin à corriger ou corriger ce point-là. Et donc, si je vois un mail qui a été envoyé, je vais avoir un petit message disant que le document PDF de type facture qui est transmis en pièce jointe est au format FactureX. Voilà, donc ça c'est pour informer le destinataire de la bonne conformité, parce que un des éléments qui va être important sur la facture X, c'est que effectivement, vous êtes peut-être une PME. Je pense que c'est la majorité, alors je ne vais pas regarder, mais je pense que c'est quand même la majorité des personnes qui sont présentes aujourd'hui, mais vous allez adresser peut-être des grandes entreprises. Eux, ils ont une obligation totale de passer en réception et en émission dès 2024. Et donc, ils risquent quelque part aussi de contraindre les entreprises avec lesquelles ils travaillent à passer tout de suite sur leur format à eux, qui sera le format invoicing. Donc, le fait d'être déjà prêt, c'est quand même un plus pour préparer le futur. Voilà, donc il sera possible d'apposer le logo, comme je vous disais, un peu où vous voulez. Alors, en l'occurrence, moi j'utilise Adobe. Pour le coup, j'avais essayé d'ouvrir un PDF dans Chrome directement et je ne pouvais pas ouvrir la facture X parce que Chrome n'est pas encore compatible, par exemple. Voilà, il y a des petites choses comme ça auxquelles il faudra faire attention. Concernant des mentions de TVA, il y a des nouvelles choses. Donc, je vous ai parlé un petit peu de la facture X et TVA. Pourquoi? Parce que notamment, je ne sais pas si vous voyez sur la deuxième printre écran, vous avez un code EDI qui est mis, qui est VAT, qui sera obligatoire. Voilà, donc sur les codes TVA à 20% également. Hein. Donc, lorsque je vais faire une facture de vente à 20%, il faudra que le code EDI VAT soit bien renseigné pour que ce soit transmis correctement dans le cadre du invoicing. Là-dessus, je pense qu'il y aura des messages d'erreur. Je n'ai pas tout testé, mais j'en ai déjà eu lorsque j'ai voulu faire le test en disant attention, il manque ci, il manque ça pour faire la facture X. Également, il y a des nouvelles mentions qui sont normalement obligatoires depuis longtemps, mais sur les exonérations de TVA. Et donc les cas pour lesquels vous êtes exonéré de TVA. Et donc maintenant, vous avez cette mention d'exonération qui peut être rattachée directement sur le code taxe. Et donc voilà, dire que effectivement le C0 c'est une livraison intracom et donc c'est exonéré enfin voilà tous les cas un peu de prestation de services sur biens immobiliers en autoliquidation, voilà des régimes particuliers ou autres. Voilà, vous avez tous les motifs d'exonération qui peuvent être communiqués et donc avoir des informations complémentaires qui vont apparaître. Ces motifs d'exonération, attention, parce que ça occasionne quand même des gros changements au niveau de vos mises en page. Je préfère vous le préciser aussi. Il y a des changements de paramétrage de modèles qui sont effectués pour pouvoir afficher forcément la mention d'exonération. Autre nouveauté, des petites améliorations, notamment au niveau de la saisie des acomptes. Maintenant, vous allez avoir une souche qui va être propre à la saisie des acomptes et donc la possibilité de choisir le type de souche et donc les numéros de pièces. Donc pour ceux qui sont multi-souches, c'est quand même intéressant de pouvoir, au niveau de la facture d'acompte, avoir le choix de la souche. L'acompte sera conservé même en changeant de masque. Un petit problème qu'on rencontrait auparavant, c'est que lorsque je faisais un acompte directement dans Sage, je ne pouvais pas quitter tant que je n'avais pas fini mon acompte. Ce qui n'est pas toujours pratique, parce que c'est un des gros plus de l'ergonomie de Sage par rapport à d'autres logiciels, c'est le fait de pouvoir gérer du multi-fenêtrage. Et donc, si je veux, j'ouvre un client, le client m'appelle, je peux aller regarder dans ses documents alors que j'étais en train de saisir un devis, ça pose absolument aucun problème dans Sage. Je perds rien, je peux continuer plus tard, etc. C'était l'exception, c'était l'acompte. Et donc, ils ont corrigé un peu ce point-là. Et donc, vous avez des messages pour informer de la validation de l'acompte. Petit rappel des V8,
la V8 a vu apparaître la notion donc, de facture d'acompte. C'est pour ça que je vous parle de facture d'acompte, qui est un document à part et qui vous permet maintenant donc d'éditer directement la facture, donc un document commercial pour la compte. Et donc, il est bien notifié comme un document commercial. Et ce document commercial est lié à un règlement d'acompte. Voilà. Donc, c'est une particularité. L'annulation des factures. Donc, l'annulation des factures, il a pour objectif de faciliter l'annulation des factures validées. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On ne peut pas dévalider une facture. C'est pas ça. C'est qu'il est possible maintenant, en cliquant sur le bouton annuler sur la facture originale qui a été validée, de régénérer en fait une facture d'annulation qui sera en négatif et automatiquement de régénérer une facture non validée qui reprendrait les mêmes éléments et donc on n'aurait plus qu'à modifier. Ça, c'est pour pallier un petit peu à l'effet de bord qu'on a depuis l'obligation des validations, donc qui est depuis les versions 3, donc ça date maintenant de 2018. Depuis qu'on est obligé de valider les factures dans le cadre de la loi antifraude à la TVA, là encore. Le problème, c'est que dès que je me trompais d'une virgule sur ma facture, eh ben, quelque part, j'étais obligé de faire un avoir et de refaire la facture. Demain, l'intérêt de cette fonction, c'est de gagner du temps. Vous cliquez sur le bouton annuler, le logiciel, il vous passe automatiquement une facture en négatif et il vous repasse une deuxième facture qui est prête à être corrigée. Donc ça fait gagner du temps parce que ça évite de faire 36 manips. Et puis en plus, vous voyez les numéros de facture d'origine qui s'enregistrent. Si un acompte a été saisi, il sera annulé et reporté également. Donc il y a aussi une annulation qui se fait sur la partie règlement. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Quelques améliorations un petit peu, je vais dire en vrac, parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal de nouveautés et dans le cadre d'un webinaire, comme on le veut, sur un laps de temps pas trop long pour pas vous mobiliser trop longtemps, on fait des arbitrages et donc il y a notamment la possibilité de maintenant de mettre en forme les lignes de documents. Alors il y a un petit peu plus de couleurs, un peu de gras, un peu d'italique. C'est pas encore personnalisable, mais c'est un premier pas vers la mise en page et la présentation au niveau des lignes de documents. Par exemple, si je fais un sous-total de documents, dans un document, pardon, et ben, mon sous-total il va apparaître en gras. Si j'utilise des nomenclatures commerciales, elles vont apparaître en italique. Si je fais une remise avec la nouvelle fonction de remise, enfin nouvelle qui datait des V6 ou V7, si je ne dis pas de bêtises, elle va apparaître en bleu. Enfin voilà, on va avoir un certain nombre de petites couleurs qui vont également se reporter directement dans les mises en page. Tout ça, c'est des options. Vous n'êtes pas obligé de cocher les cases et c'est pas obligatoire. Autre nouveauté très simple, mais en fait qui est hyper utile pour ceux qui font beaucoup de facturation avec des particuliers, c'est l'affichage total TTC en pied de document. Déjà, ça permet de vérifier facilement, que qu'il y a bien de la TVA qui s'est appliquée. Si j'ai une différence entre TTC et hors taxe, c'est bien que j'ai de la TVA qui s'est appliquée, mais c'est également pour les clients particuliers, ça évite de devoir aller dans le pied. J'ai l'impression des CGV en langue étrangère. Voilà, ça c'est pour ceux qui utilisent la nouvelle fonction aussi. C'est aussi des nouvelles fonctions, hein, des censés qui va permettre d'aller. Alors, un instant, parce que je pense que j'ai un participant qui s'est déconnecté, reconnecté. Hop, voilà. Et donc, je disais, par rapport à l'impression des CGV, vous pouvez maintenant imprimer les CGV en langue étrangère. Autre nouveauté, les factures validées, vous pouvez modifier le prix de revient en entrée. Vous avez aussi la possibilité d'imprimer les données des centrales d'achat. Ça, c'est pour les modèles de mise en page. Et enfin, là, c'est pratiquement plus pour les consultants, puisque c'est plus rare que ce soit des utilisateurs finaux qui l'utilisent. C'est le fait de pouvoir importer plusieurs adresses de livraison dans les fiches clients, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, en reprise de données, on ne pouvait importer qu'une seule adresse de livraison en standard. Maintenant, on peut importer plusieurs adresses de livraison dans la fiche client. Voilà pour les nouveautés de la gestion commerciale. On va passer maintenant aux nouveautés qui portent sur la finance et notamment une nouveauté, là encore, qui était assez attendue puisqu'on l'avait déjà en gestion commerciale, ce fonctionnement. Et souvent, lorsque je faisais les formations sur les nouveautés, j'expliquais aux utilisateurs que malheureusement, en comptabilité, on ne l'avait pas. Et bien maintenant, on l'a. L'envoi multidestinataire. Donc, ça va vraiment permettre d'optimiser les envois de mails à plusieurs contacts et surtout aussi selon les options d'impression des fiches tiers en fonction du type de document. Donc, par exemple, une relance, je vais pouvoir l'envoyer à un service contact adressé. Donc, pour ceux qui ont à la fois la gestion commerciale et la comptabilité, c'est intéressant puisque ça vous incite quand même à utiliser la notion de service.
puisqu'ici on voit en bas que je peux adresser un service contact particulier. Et donc, je peux par exemple avoir un service qui est à qui je destine les factures et un autre service, service comptabilité fournisseur, à qui je destine les relances par exemple. Et donc ça ouvre tout un tas de possibilités. Et donc, je peux envoyer donc soit à des services, soit à l'adresse principale. Et je peux également envoyer à plusieurs emails. Il suffit de séparer désormais par un point-virgule. Et ça fonctionne bien dans le paramétrage ici des options d'impression. Donc ça, je sais on m'a souvent posé la question pour les rappels, on voudrait l'envoyer à plusieurs adresses, on voudrait l'envoyer à un contact en particulier, etc. Et ben maintenant, c'est possible et c'est paramétrable par client. Autre nouveauté, la dissociation des reports à nouveau. Donc les reports à nouveau, en fait, il y a un petit changement. Alors ça peut être un peu perturbant, pour être franc. Alors surtout pour moi qui ai beaucoup utilisé les anciennes versions, mais bon, on va s'habituer à tout, hein. C'est même plus logique de le faire comme ça. Pour les nouveaux utilisateurs, c'est plus logique. Un nouveau menu va permettre de dissocier en fait la notion de création d'exercice et de génération des à nouveau. Souvent, la question qu'on nous pose, c'est comment je fais pour régénérer les reports à nouveau. Et souvent, ça étonne parce qu'on dit il faut repasser par créer un nouvel exercice. En fait, c'est effectivement c'était un peu illogique, mais une fois qu'on a l'habitude et qu'on a l'habitude de le faire, il n'y a pas de souci. Maintenant, on a deux boutons. On a la gestion des exercices qui va permettre de créer un exercice, supprimer et créer l'exercice antérieur. Donc ça veut dire aussi que l'archivage, le petit bouton archivage, vous voyez, archivage du premier exercice qui permettait de supprimer en fait le premier exercice, il a disparu. Il faudra maintenant passer par la gestion des exercices. Et les reports à nouveau ont leur bouton dédié et en cas d'absence d'un exercice, vous aurez un message qui va apparaître. Donc, c'est un petit changement ergonomique, comme je disais, pour des utilisateurs qui ont l'habitude d'utiliser l'ancien système et qui sont au clair sur l'ancien système, ça peut être un peu perturbant. Par contre, pour tous les nouveaux utilisateurs ou pour ceux qui n'étaient pas à l'aise avec l'ancien système, c'est quand même plus pratique parce que en fait, c'est plus logique de le faire comme ça. Autre nouveauté en immobilisation, vous savez que depuis le 1er janvier 2022, la TVS a été remplacée, donc pour ceux qui utilisent Sage Immobilisation et qui utilisent Sage Immobilisation et qui ont des véhicules de société, ça a été remplacé par de nouvelles taxes annuelles sur les véhicules de tourisme. Donc c'est des taxes qui reprennent en fait l'ancien barème de la TVS. Donc, il y a une taxe annuelle sur les émissions de CO2, je passe un peu les détails, et il y a une taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques. Ce qui change en gros, c'est que vous avez des motifs d'exonération qui vont apparaître sur l'état des TVS et un nouvel état récap sur la TVAS qui pourra donc bien sûr être édité en complément de l'état TVS. Il faut juste au préalable paramétrer en fait des champs libres, mais pour ceux qui utilisent ces fonctions dans Sage Immobilisation, c'est quelque chose qui change pas grand chose au final, si ce n'est devoir créer une info libre et paramétrer les motifs d'exonération, mais ça change pas grand chose sur le fond. Au niveau de cette flux bancaire, petit rappel, en fait, c'est quelque chose qui est un peu comme ça. Alors, qui est un peu comme Sage Direct pour ceux qui utilisent Sage Direct dans les moyens de paiement. C'est surtout une option. En fait, c'est un logiciel qui est à la différence de Sage Direct qui est web et qui va surtout avoir la possibilité de gérer ce qui est la double signature TS, la double validation. Dans les PME, la double validation, c'est pas encore forcément quelque chose qui est très développé. Déjà, la simple validation par clé de validation TS via Sage Direct, tout le monde ne l'a pas, hein. Voilà, mais c'est quand même quelque chose donc qui est utilisé. Et donc, cette flux bancaire, maintenant, on a la possibilité de supprimer des sociétés, des anciens utilisateurs, des anciens contrats bancaires, ce qui n'était pas le cas avant. Et vous pouvez aussi accéder facilement à l'outil de vérification de version et à la mise à jour de l'IDSign via menu outils, mise à jour IDSign. Avant, c'était un peu plus compliqué sur cette partie-là, sur cette flux bancaire. Donc là, c'est pour ceux qui l'utilisent, c'est des petites améliorations fonctionnelles. Voilà, d'un petit logiciel quand même, puisque ça ne permet que de faire la communication bancaire. Autre nouveauté sur cette automatisation comptable, donc pour cette automatisation comptable, un rappel, cette automatisation comptable, c'est l'outil qui permet de la dématérialisation des factures entrantes.
Donc, ce logiciel va également être impacté dans le cadre de la réforme sur le invoicing et e-reporting, notamment sur le invoicing. Bien sûr, l'éditeur travaille pour la mise en conformité de cette automatisation comptable pour pouvoir intégrer directement les factures X. Les nouveautés aujourd'hui, elles ne portent pas sur ça, elles portent en fait sur la notion d'un nouveau droit administrateur qui est l'administrateur délégué et qui permet en fait d'administrer exclusivement des sociétés sur lesquelles l'utilisateur possède des droits. Dans le cas où on est sur des sociétés qui ont plusieurs sites, et ben en fait, quelquefois l'administration, si on a un seul administrateur, c'est un peu compliqué de recréer des nouveaux utilisateurs, etc. Donc on peut maintenant avoir des administrateurs délégués. Je vous ai dit, je vous ai dit que c'était pas présent sur la version, mais si c'est déjà présent sur la version, du coup, le PDF contient bien la facture au format FactureX. Et l'OCR sera plus utilisé pour interpréter la facture, puisqu'effectivement, maintenant, comme il y a un fichier XML, ça va compléter les éléments. Le document donc, sera décompté du contrat ACS et les fichiers en pièce jointe du format facturiste, par contre, ne seront pas encore intégrés. Voilà. C'était ça un peu le changement. C'est que pour le moment, dans les pièces jointes du document ACS, ça va intégrer que le PDF et pas le XML qui va avec. Pour autant, on lit déjà bien les XML. Et bien sûr, la compatibilité à la V9 qui est assurée. J'en ai terminé pour les nouveautés de la version 9. On a respecté à peu près le délai, c'est bien. J'ai les prochains événements. Donc, le 22 novembre, le webinaire Sage Dématérialisation RH. Et mardi 6 décembre, la matinale Sage Dématérialisation des factures. Donc, save the date, comme on dit. N'hésitez pas à vous inscrire, notamment donc, sur la dématérialisation RH qui va donc porter sur la dématérialisation des bulletins, notamment. Et le 6 décembre, la matinale Sage Dématérialisation des factures, où on refera un focus vraiment sur tout ce que je vous ai expliqué un peu rapidement dans le cadre du webinar. On reviendra en détail sur toutes les notions et toutes les incidences que ça va avoir sur les entreprises. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je n'ai pas regardé le chat. Je vais jeter un œil tout de suite. N'hésitez pas à passer par le petit bouton conversation du chat. Benoît, tu Oui, m'entends? oui, je t'entends, Samuel. Oui, donc bonjour à tous, Samuel Cess. J'ai jeté un œil, mais plus qu'un œil, durant toute la présentation. Moi, j'ai posté quelques messages, mais j'ai pas vu de questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. S'il y a des questions qui surviennent à l'issue de la présentation, n'hésitez pas à reprendre contact avec votre chargé de clientèle ou l'ingénieur commercial pour reposer des questions, pour qu'on puisse revenir vers vous. On patiente quelques instants sans que ce soit trop pesant pour tout le monde. En attendant, Benoît, je te remercie parce que là, tu nous as présenté tout ça sur un rythme un peu soutenu pour garder le timing. Et ça, c'était un beau challenge. Donc, merci à toi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Merci, c'est très clair. Pouvez-vous remettre l'onglet sur les dates d'application des factures électroniques? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je reviens. Voilà l'onglet sur les dates d'application. Donc, vous avez l'obligation en réception à partir de juillet 2024. Donc, comme je disais, c'est dans à peu près un an et demi. En réception, concrètement, ça aura peu d'incidence sur votre utilisation quotidienne des logiciels de gestion commerciale ou de comptabilité, hormis, comme je disais, si vous avez ACS, puisqu'avec cette automatisation comptable, vous allez pouvoir réceptionner les formats facturés. Ça veut aussi dire que en réception, vous ne pourrez pas refuser une facture X, sous-entendu. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez impactant. Et donc les émissions de factures vont dépendre des tailles de structure. Donc comme je disais, quand même la majorité de nos entreprises sont plutôt concernées par du janvier 2026 pour l'émission, voire du janvier 2025. Après voilà, comme c'est des critères d'effectif et de chiffre d'affaires. Maintenant, ça ne vous empêche pas, comme je disais, d'être prêt avant.
parce que vous allez peut-être avoir des grands groupes qui vont vous imposer de passer par des formats de facture qui seront du coup les nouvelles normes. Donc c'est pour ça on a le temps, mais il faut bien mesurer les cas dans lesquels on est et ce qu'on a à faire pour être en conformité. Voilà, ça va quand même impacter l'organisation de la gestion de la facture. Oui, comme tu le précises, Benoît, c'est pas juste un projet technique de transformer des factures dans un autre format, mais ça a bien des impacts organisationnels à prévoir dans nos PME. Oui, Euh, pour ceux qui font un peu de paye également, on est plutôt sur. Enfin, moi, je fais un peu le parallèle avec la DSN. Lorsqu'il y a eu la mise en place de la DSN, je fais souvent ce parallèle parce que ça va, enfin, en termes d'impact dans l'organisation de l'entreprise, je pense qu'on va être sur ce niveau-là, quoi. Autre question, mais ça, je vais pouvoir y répondre. Avez-vous prévu de nous faire passer la présentation par mail? Alors, Benoît l'a indiqué en tout début de présentation. Le webinar a été enregistré, tu me confirmes, Benoît? Oui, Donc, le webinar sera redisponible prochainement sur notre chaîne YouTube pour que vous puissiez reprendre, revoir et partager l'ensemble de la présentation qui a été faite. Est-ce qu'il y a d'autres questions?